Je vais donc enchaîner en vous parlant de deux administrations face à la managérialisation, l'université et les hôpitaux. Alors, pourquoi je pense que la raison pour laquelle on m'a invité aujourd'hui, c'est que j'ai fait une thèse sur ce qui est arrivé aux hôpitaux face au nouveau gouvernement. C'était dans les années 2000, donc une thèse sur les hôpitaux français à ce moment-là. Ça s'est appelé « Enquête sur le nouveau management public ». C'était une thèse très empirique. L'idée, c'était d'abord de travailler sur les hôpitaux, de voir les hôpitaux au prisme du nouveau management public et réciproquement de voir le NMP au prisme des hôpitaux. Et après mon recrutement, j'ai retrouvé en fait le même genre de phénomène, le même genre de choses que j'avais vues dans les hôpitaux dans mes laboratoires. Et donc c'était assez étrange comme expérience. Et aujourd'hui, je vais essayer de faire une comparaison terme à terme entre ce que j'ai vu dans les hôpitaux et ce qu'on peut voir dans les universités, ce que j'ai vu et ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc je vais faire ça en 4 temps. Je vais parler du nouveau management public en général, parce que en fait, cette thèse très empirique, après l'avoir soutenue, j'ai approfondi la question du NMP. En fait, il y a toute une littérature que je n'avais pas lue au moment de ma thèse, que j'ai découvert après. Et donc, j'ai appris plein de choses sur le NLP dans les livres, après l'avoir vu en pratique. Ensuite, je vais vous parler d'un aspect essentiel, à mon sens, du NLP, qui est le rationnement budgétaire, le defunding, comme disent nos amis anglo-américains. Deuxième aspect important, c'est 3 choses qui vont ensemble: standardisation, industrialisation et marchandisation du service. Je détaillerai. Et puis enfin, je vous parler des résultats, à mon sens, une baisse de la qualité du service. Donc, le NLP en quelques mots, si on veut simplifier les choses, on peut dire que c'est un ensemble d'idées pratiques qui visent à importer dans le secteur public des méthodes du secteur privé. Il a une origine historique très simple, en fait. Ce sont les administrations Reagan et Thatcher. Donc une déclinaison du néolibéralisme, version anglaise et états-unienne. Donc c'est à l'origine un mouvement essentiellement politique, qui ne correspond pas à une espèce d'essence anglo-américaine, mais qui correspond à un moment où certaines forces politiques sont arrivées au pouvoir dans ces pays. Donc le NLP ensuite a connu de nombreuses transformations. Vous avez par exemple Bill Clinton, qui en a fait une version un petit peu modifiée, un manuel de référence qui s'appelle Reinventing Government de Osborne et Gabler en 1992. S'inscrit tout à fait dans cette école générale de pensée. Vous avez la 3e voie de Tony Blair, dont on a parlé. Et on voit apparaître en France des phénomènes similaires à partir des années 90. Il y a eu une accélération au moment de la LOLF, dont Bérangère a parlé tout à l'heure, et au moment où, en application de la LOLF, l'administration cherche donc à mettre en place en France des indicateurs dits d'efficience. Alors, comment analyser ce nouveau management public? Alors, comme il s'est manifesté, comme il a été inventé d'abord aux États-Unis et au Royaume-Uni, eh bien, ce sont nos amis anglais et américains qui ont les premiers écrit dessus. Et on trouve des choses très intéressantes dans cette littérature. Donc, je cite quelques exemples. Christopher Root, par exemple, eh bien, il a étudié l'action de l'État en général, un politiciste d'Oxford, et il nous dit l'action de l'État, dans tous les lieux et dans toutes les époques, il nous parle de la Chine ancienne, de l'Égypte, de tout ce que vous voulez, eh bien, elle correspond, elle s'efforce de concilier 3 types d'objectifs, 3 types de valeurs. C'est une démarche très, très gestionnaire en même temps, celle de vous. Les 3 types de valeurs, le premier type, c'est la justice. L'État s'efforce d'abord d'atteindre une forme de justice.
Deuxième type de valeur, c'est ce qu'il appelle la reliability, la fiabilité, c'est-à-dire avoir une action qui produise des résultats efficaces. Et le troisième type de valeur, c'est le faire avec la plus grande économie de moyens possible, avec le moins de moyens possible en économie. Et nous dit Christopher Hood, le nouveau management public, c'est tout simplement un déplacement du curseur vers moins de reliability et plus d'économie de moyens. On cherche à économiser des moyens et forcément ça déteint un peu sur l'efficacité, sur la fiabilité. Deuxième Britannique à avoir écrit sur la question, Christopher Pollitt. Pour lui, le NNP, c'est une forme de néo-taylorisme. Donc, le taylorisme, vous voyez, augmentation des cadences, rationalisation de la production. Alors pourquoi néo? Parce qu'il y a un double déplacement. Il y a un déplacement du monde de l'industrie vers celui des services, ce qui n'est pas évident, puisque les services sont coproduits avec les usagers, contrairement à la voiture qui est passive quand on la produit. Et ensuite un déplacement du secteur privé vers le secteur public. Ce qui pose aussi problème, puisque le secteur privé a un objectif simple, qui est globalement celui du profit à plus ou moins long terme, alors que le secteur public a plusieurs objectifs. Ensuite, il y a le NNP arrivé en France, et un des premiers à se saisir de la question, c'est Albert Rogien, qui écrit donc sur l'esprit gestionnaire en 1995, qui nous a redit tout à l'heure un petit peu les éléments essentiels. Ensuite, vous avez deux Américains qui ont écrit sur la question, qui sont Paul Pierson et Jacob Racker, donc essentiellement sur la politique mise en place par Reagan. Et ils nous disent deux choses. C'est d'abord un retrait de l'État au sens budgétaire, c'est-à-dire que Pearson va parler de defunding, restriction des financements publics, limitation des financements publics. On commence par baisser les impôts. Et comme les États-Unis sont une grande démocratie, forcément, ça va poser un petit peu de problème au moment des élections, parce que les bénéficiaires des programmes publics sont les plus nombreux dans le pays. Ils vont se rendre compte que sa politique ne fait finalement pas leur affaire. D'où le corollaire de cette politique, qui est le déploiement d'une stratégie de dissimulation. C'est amusant, parce que ces Américains ont vraiment un terme très fort. Ils disent clairement que l'administration a caché les choses, parce qu'elle n'était pas à la voie. Deuxième analyste de ces réformes en France, Philippe Bouzès. Donc lui, il réinscrit le NNP dans le temps long des réformes administratives françaises. Et il qualifie l'ensemble de soucis de soi de l'État. Puisque, effectivement, si on considère la rationalisation des choix budgétaires, par exemple, telle qu'elle existait dans les années 60, le fait de vouloir rationaliser les choses n'est pas nouveau. L'administration a toujours cherché, en France, à dépenser sans gaspiller. Mais Philippe Bouzès remarque qu'il y a aussi un tournant néo-managérial, donc à partir des années 90. Et enfin, autre analyse, celle de Corinero en 2013. Corinero a étudié le déploiement de la LOLF et de ses indicateurs, et utilise pour l'expliquer le vocabulaire des cités. Elle dit en gros, dans le droit et la comptabilité publique, on a vu arriver la cité industrielle, donc qui était plutôt nouvelle, inconnue jusque-là. Donc on peut interpréter ça comme une arrivée d'un référentiel privé dans un monde public. Voilà. Donc, tout ça c'était un petit peu théorique. Je reviens sur les hôpitaux et les universités. Donc, rationalisation budgétaire. Le principe est simple, c'est moins de ressources pour rendre le même service. Je vous ai parlé du defunding, selon Pearson. En France, on a observé le même phénomène, en gros, dans le secteur social également, qualifié de politique des caisses vides. Donc, on commence par
couper les ressources, pour dire qu'il n'y a plus de sous dans les caisses, donc il faut couper les dépenses. Comment ça se manifeste à l'hôpital? Bien par une diminution du nombre de soignants par patient, ou un gel du nombre de soignants alors que le nombre des patients augmente avec l'augmentation de la population. Et donc une mise sous pression, c'est ce type de mon livre à l'époque, des soignants qui doivent soigner de plus en plus de monde. On observe aussi les fusions d'établissements, les fusions d'hôpitaux. Un des gros intérêts étant que ça permet de faire des économies d'échelle sur ce qui est évidemment nommé les fonctions support, par exemple la blanchisserie, les achats groupés, tout ce qui n'est pas le soin directement. À l'université, si on veut transposer ce phénomène, qu'est-ce qu'on observe? Là, on peut observer une hausse du nombre d'heures de cours par enseignant-chercheur, une réduction du temps disponible pour la recherche, et également des fusions d'établissements, qui permettent aussi des économies d'échelle. Même si on l'a vu tout à l'heure avec la présentation de Hugo, l'objectif de ces fusions est aussi de remonter dans le classement, mais les résultats voulus ou non de ces fusions est bien aussi de faire des économies. Donc à l'arrivée, on peut se demander avec Alger si on a moins de ressources pour rendre finalement moins de services. Deuxième grand phénomène, c'est l'enchaînement standardisation, industrialisation, marchandisation. Les trois vont de pair. On ne peut pas comprendre l'un sans réfléchir aux deux autres. Alors quel est le principe? D'abord, il faut définir un produit, ce qui ne va pas de soi. Et donc une grande partie du boulot des importateurs du nouveau management public dans les administrations, ça va consister à définir ce produit. On le fait souvent à l'aide d'un logiciel de recension de l'activité. Une fois que le produit est défini, c'est très simple, on va chercher à optimiser sa production. Donc là, on est bien dans le taylorisme dont on parlait politique. Et une fois que cette production que ce produit est cerné, défini, que sa production est standardisée, bien, en effet, la distinction publique-privée semble revêtir moins de pertinence. Et donc, ça permet l'externalisation et une mise en concurrence du privé et du public. Bien sûr, ce phénomène rencontre des résistances et des contournements. Alors, exemple, à l'hôpital, la définition d'un produit, la standardisation, a commencé à se faire aux États-Unis, essentiellement dans les années 80, à partir des années 80, pardon, avec ce qu'on appelle les Diagnosis Related Groups, DRG, qui consistait en fait à définir en quoi consistait le soin d'une maladie ou d'un acte médical. Par exemple, une césarienne, un accouchement par voie basse, a été défini comme un produit. Et on groupait les patients qui venaient dans les hôpitaux en fonction de leur maladie. Ça permettait de dire, par exemple, une césarienne, ça va coûter une fois et demi plus cher qu'un accouchement par voie basse. Et ensuite, l'administration peut dire, voilà, on vous donne tant pour une césarienne, on vous donne tant par unité de production médicale. Et si vos coûts dépassent ça, vous vous arrangez, tant pis pour vous. En tout cas, nous, on limite les budgets. Ça a été importé en France sous le nom de groupe homogène de malades, GHM, également à partir des années 80, mais la mise en place a été beaucoup plus longue en France qu'aux États-Unis, parce qu'il y avait beaucoup plus de résistance de la part des soignants. Un outil important pour remettre ça en place, ça a été ce qu'on a appelé le programme de médicalisation des systèmes d'information. Donc je mets des guillemets, parce que en fait c'est un terme de communication. Il ne s'agissait pas tant de médicaliser des systèmes d'information. L'enjeu micropolitique à l'époque, c'était plutôt d'informatiser des systèmes médicaux. Et comme ceux qui avaient le pouvoir à l'hôpital, c'était les médecins, un peu comme les enseignants-chercheurs à l'université, il fallait leur dire non, on ne cherche pas à vous informatiser, on cherche simplement à médicaliser de l'informatique qui aurait déjà toujours été là.
Donc ça s'appelait le PMSI. Le PMSI, 20 ans après, dans les années 2000, est devenu ce qu'on appelle tarifant, avec une nouvelle loi qui a mis en place ce qu'on appelle la tarification à l'activité, T2A. Et désormais, en fonction de la quantité de soins délivrés, calculée à travers le PMSI, eh bien, on finance plus ou moins les hôpitaux. Corrélativement, a été ouverte une concurrence entre hôpitaux et cliniques, puisque désormais ils ont le même type de produit en théorie. Ils peuvent tous faire le même type de soins. Et donc, ces soins peuvent être adjugés aux uns et aux autres en fonction de leur production. Donc, j'ai des collègues économistes qui parlent clairement de privatisation. On peut dire en tout cas que c'est une porte ouverte à la privatisation. Alors, les résistances et les contournements. Alors oui, donc moi je parle standardisation, on a compris, industrialisation, on a compris aussi, je pense. Et pourquoi marchandisation? Parce qu'on passe d'un système où c'est produit par des administrations purement publiques, il n'en reste que 5 minutes, à un système où c'est marchandisé et donc produit possiblement par aussi des entreprises privées. Ok. Donc, résistance et contournement, il était difficile pour les médecins de résister parce que s'ils ne déclaraient pas leur activité, eh bien, ils étaient réputés ne rien faire et donc leur budget était amputé. Contournement relatif, eh bien, ils ont commencé à jouer avec les indicateurs en déclarant, en optimisant les indicateurs, à faire ce qu'ils appelaient, ce qu'ils appellent toujours, soigner les indicateurs plutôt que les patients. Ça éliminait par exemple des actes superflus, des actes qui ne servent à rien du point de vue sanitaire, mais qui rapportent des sous à l'hôpital. Alors, si on transpose à l'université, j'entends des gens qui discutent à ma gauche. Effectivement, des questions de rivage. Et donc, à l'université, on a eu l'équivalent du PMSI. On a eu toute une série de logiciels avec des noms plus ou moins sympathiques, comme Sympa, Défi à l'université Dauphine, où je sévis actuellement, Crac, Riba au CNRS, etc. Il y en a d'autres. L'idée, c'est exactement comme pour le PMSI, en fait, de recenser ce qu'on appelle l'activité des enseignants-chercheurs pour finalement voir ce qu'ils produisent, et pour l'idée derrière à terme, c'est de financer à l'activité. Avec des primes à ce qu'on appelle la performance. Je saute un peu parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Quatrième point que j'observe, c'est une baisse de la qualité du service. Alors, d'abord, c'est simple, le principe est très simple, c'est que sous contrainte budgétaire, quand on n'a plus suffisamment de sous, qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut produire toujours autant, on va baisser encore le budget, et bien on va ajuster par la qualité, on va produire des choses de moindre qualité, en espérant que ça ne se voit pas trop. Alors à l'hôpital, ça s'est matérialisé dans l'étude par un arbitrage très net. Vous pouvez voir ici, entre un indicateur soi-disant de performance ou d'efficience horizontalement et un indicateur de qualité verticalement. L'indicateur de performance, entre guillemets, c'est celui qui a été imposé par le ministère et les consultants aux hôpitaux, qui est le temps d'attente dans les services d'urgence. Là, on se trouve le travail est sur les services d'urgence. Donc ces services avaient l'injonction managériale de faire passer les patients le plus vite possible. L'intérêt pour les gestionnaires, c'est que en fait, plus les patients passent vite, moins on a besoin de médecins pour gérer un même flux de patients. Donc on fait des économies de personnel. Ce qui n'était pas mis dans ce qui n'était pas vraiment dit, ce dont on ne s'est pas aperçu, c'est que ça dégradait la qualité des soins, objectivé ici par le taux de retour des patients. Donc en clair, si vous êtes patient, vous allez dans un service d'urgence, vous dites « Ah, ça ne va pas », on
on fait quelques examens, on dit bon écoutez c'est pas si grave, tenez, prenez ci, ça, et puis vous pouvez rentrer chez vous. Et comme vous n'avez pas envie de rester dans le service longtemps, vous êtes ravis, vous repartez chez vous. Et en partant, on vous dit, et alors attention, hein, surtout, si ça va pas, n'hésitez pas à revenir. Et effectivement, c'est obligé, c'est une question d'éthique médicale, et puis l'intérêt aussi, si vous revenez, c'est qu'on enregistre un deuxième passage aux urgences et que le service est rémunéré en fonction du nombre de passages. Et donc, les petits points là qu'on voit, ce sont les médecins qui ont une relative liberté, une agilité, comme il en a été question tout à l'heure, et qui donc peuvent se positionner de manière différente face aux injonctions managériales. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on peut faire une sociologie des médecins. Ça, c'était dans un des meilleurs services de France, entre guillemets, un des mieux notés par les consultants. Et donc, vous avez Henri, par exemple, qui ne coopère pas du tout avec les injonctions managériales, qui a un temps de passage très long, et en fait, il a un taux de retour très bas. Ça veut dire qu'il fait de la médecine de bonne qualité, mais coûteuse. Et Henri, c'est ce que dans Alias s'appellerait un established, c'est-à-dire quelqu'un qui est, en fait, depuis des générations dans le milieu médical, qui n'a rien à prouver, qui est titulaire, qui est bien reconnu par tout le monde, et donc qui peut résister aux injonctions managériales sans difficulté. À l'extrême inverse, vous avez Faisal et Gert. Alors Faisal, c'est un médecin immigré qui se heurte donc à énormément de racisme et de problèmes de reconnaissance des diplômes. Donc il est fragile. Donc il coopère au maximum avec les injonctions que lui transmet son chef. Et c'est pour ça qu'il fait exactement ce que lui dit son chef, c'est-à-dire qu'il fait passer les patients le plus vite possible. Bah, évidemment, ça dégrade le taux de retour. Et le taux de retour, je vous le rappelle, n'était pas observé. C'est juste le sociologue de service en passant qui a regardé le taux de retour. Et Gert, c'est un médecin étranger, hollandais, qui lui a juste un problème de reconnaissance des diplômes et un gros problème aussi parce qu'il est en CDD et il a peur que son CDD ne soit pas renouvelé. D'où l'importance des questions de statut à l'université aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la baisse de la qualité à l'université? J'ai sûrement beaucoup moins de choses que vous, que les uns et les autres. Je voudrais juste citer cet article de Judith Butler, 2003, sur ce qui s'est passé en Australie après l'introduction du nouveau management public dans ce beau pays. Eh bien, elle a recensé la part des publications des universitaires australiens dans les publications au niveau mondial. Elle a fait 4 quartiers que vous pouvez voir là. Et donc ce qu'elle observe, c'est qu'à partir de 89-93, cette période, où sont introduits les indicateurs néomanagériaux dans l'université australienne, eh bien, vous avez une croissance importante des publications dans le 4e quartier. Les 4 quartiers, c'est la qualité des publications. Donc ça veut dire qu'au moment où on incite les chercheurs à publier davantage, ils vont surtout publier dans des moins bonnes revues. Alors, les quartiles 1, celui-là, et 2, celui-ci, augmentent aussi. Donc il y a un effet de l'injonction managériale. Mais globalement, si le nombre de publications augmente, ce sont surtout les publications de moins bonne qualité qui augmentent le plus. Moi, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est de reprendre ça à titre d'hypothèse pour voir si on peut observer ça sur d'autres terrains. D'autres terrains, dans l'université française par exemple, ou d'autres endroits dans l'État. Alors, pour dire quels endroits, et je finis, je voudrais livrer d'abord une conclusion, on va dire, analytique, synthétique, qui fait surtout sens, je pense, pour mes collègues économistes et gestionnaires. Nous sommes invités par des gestionnaires, donc ça tombe très bien.
qui est que les indicateurs du NLP sont surtout des indicateurs de productivité apparente du travail. C'est-à-dire que personnellement, je n'ai rien contre la productivité qu'on appelle globale des facteurs, c'est-à-dire le fait d'être plus productif globalement. Mais les indicateurs du NLP ne sont pas des indicateurs de productivité réelle, de productivité globale. Ils ne donnent que des renseignements sur est-ce que les gens ont une charge de travail plus ou moins forte. Et c'est une productivité apparente, c'est-à-dire qu'ils vont regarder non pas les indicateurs finaux, comme disent les gestionnaires, mais les indicateurs intermédiaires de production. Les indicateurs finaux ne sont pas bien observés. Parce que comment voir réellement la qualité des soins, c'est difficile. Là, j'ai montré un arbitrage négatif. Mais c'est difficile de surveiller sur le long terme la qualité des soins. Et puis surtout, l'idée, c'est, on en revient à la dernière chose, c'est de faire des économies, donc de faire travailler les gens plus, quelles que soient les conséquences sur la qualité. La qualité n'est pas vraiment observée, rappelez-vous, il y a même des stratégies de dissimulation pour qu'on ne se rende pas compte des effets sur la qualité. Et donc, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de voir dans quelle mesure ces phénomènes se manifestent dans d'autres domaines d'intervention de l'État, par exemple la justice. On pourra en parler plus dans la discussion, le droit d'asile, le chômage, l'éducation nationale. Il y a plein de discussions qu'on peut avoir sur les indicateurs et leurs effets. Voilà, j'ai un petit peu déplacé, je vous rends la parole. Merci.